Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à toutes sur un nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental. Cet après-midi, je suis à Enghien-les-Bains et j'ai la chance, ça faisait un petit moment que j'avais pas rencontré des artistes. Là, j'ai la chance d'en rencontrer deux en même temps. Et depuis Sherazade, j'avais pas rencontré ni de chanteur ni de chanteuse. Et cette fois-ci, j'ai la chance de rencontrer un chanteur, compositeur, comédien et un comédien, auteur, metteur en scène. Quelle chance! Salut Olivier! Bonjour. Salut Fabien. Salut. Donc, comme vous l'avez compris, je reçois aujourd'hui dans l'émission Olivier Zanarelli et Fabien Lemoel. Alors Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ? Oui, eh bien, depuis 10 ans, je sillonne la France avec mon pianiste Frédéric et on fait des concerts de chansons françaises et j'ai sorti mon deuxième album Poudre de Lune. Super. Fabien ? Tu fais même la promo. Je suis donc comédien depuis un peu plus de 10 ans. Je fais un peu de mise en scène et j'écris également pour le théâtre, voilà. Bon, et comme il est très humble, il a un spectacle qui se joue à Paris cet été, qui s'appelle Fragment d'homme, que je suis allé voir. Juste avant, il y avait eu Fragment de femme, mais je l'ai pas vu malheureusement. Et redis-nous, tu joues à Paris ? Au Funambule Montmartre, je vais y arriver, du 9 juillet au 28 août, le samedi à 17h et le dimanche à 18h. Donc voilà, donc vous avez un album à écouter et une pièce de théâtre à aller voir. Voilà. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour parler d'eux et les découvrir dans le podcast et parler de leur mental surtout. Parce que quand on est artiste, et on n'en parle pas très souvent du mental des artistes, on parle souvent du mental des athlètes, des sportifs et voilà, et on fait des violons sur le PSG et on fait du violon sur Messi, mais on parle pas assez souvent on va dire de la dureté de ce métier pour percer, pour sortir et être un peu dans la lumière. Et même parfois quand on est dans la lumière, on peut se rendre compte que on peut vite redescendre. Donc aujourd'hui, on va introspecter le mental d'Olivier et de Fabien. Pour commencer, on va commencer par le fameux portrait chinois. Et c'est parti. Alors, Olivier, tu attaqueras et on fait comme ça. On fait un ping-pong à 3. D'accord. Alors Olivier, si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? Le jaune, parce que c'est la couleur du soleil et elle me fait énormément de bien. Parfait. Et en plus, je suis en jaune aujourd'hui et il fait beau dehors. Donc, royal. Pas bien. Quelle couleur, toi ? Le vert, parce que c'est la couleur de la nature. Si tu devais choisir un livre à emporter sur une île déserte et que tu ne peux prendre que celui-là, lequel choisirais-tu, Olivier ? Alors moi, ça serait Le Petit Prince, parce que je pense que si je me retrouvais sur une île déserte, il me faudrait une lecture qui me permettrait de relativiser. Bonne question. Je prendrai un roman qui s'appelle Marie-Madeleine, le livre de l'élu. Et l'auteur, c'est Kathleen McGowan. Et ce roman parle de la théorie comme quoi Jésus aurait eu une descendance avec Marie-Madeleine. Et en fait, du coup, la narratrice du livre suit tout le parcours de Marie-Madeleine. Voilà. Et apparemment, c'est une descendante de Marie-Madeleine. Ok, je connaissais pas. Moi non plus. On va mettre tu ça. m'étonnes, Fabien. Je vais mettre ça dans mon petit carnet de notes, dans la liste de tous les livres que j'ai à lire, que les invités souvent me donnent, et parfois je les connais pas tous. Un moment de la journée que tu préfères ? La nuit. Et pourquoi la nuit ? Étonnant parce que pourtant j'ai besoin de soleil. Parce que tout le monde dort, j'ai l'impression d'être le seul vivant et je suis dérangé. Je ne suis jamais dérangé et je peux écrire aisément sans être dérangé. Ok, donc tu crées la nuit. J'écris la nuit beaucoup.
Oui, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'ambiance que l'on a la nuit. C'est très calme, tout le monde dort. J'ai l'impression que tout est possible. Ok, tu sais que moi je dors pas la nuit. Hein. Ah, bah voilà. Moi je monte mes podcasts. Ça veut dire que je suis pas tout seul alors à pas dormir. Je pensais que j'étais seul, c'est pour ça que j'aime en bien. général je monte les podcasts la nuit. Je vais plus aimer la nuit. Du coup. C'est drôle ça. Ben moi, c'est les mêmes raisons que toi, mais c'est pas le même moment en fait. C'est le matin quand tout le monde dort encore. Ah oui. Ouais. Justement, je me sens au calme parce que j'ai l'impression d'être le seul qui est réveillé et du coup, j'aime bien. Alors un peu plus dur là. Une qualité qui te caractérise. La ténacité. Et pourquoi la ténacité? Parce que je m'en rendais pas compte, mais depuis l'adolescence, je suis comme ça, je crois. Je suis né sans doute comme ça. Et le premier à m'avoir dit que j'étais téméraire, c'était Pascal Sevran. Quand j'avais 14 ans, je faisais ses castings, je montais sur mon âge. Chaque année, je revenais, il me disait vous êtes téméraire, et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et il m'avait dit d'une manière très gentille, tu iras voir dans un dictionnaire. Et je suis allé voir dans un dictionnaire et j'ai compris qu'en fait, il avait raison et j'ai gardé cette ténacité. Je suis quelqu'un de téméraire. Ok. Et toi, Fabien? Bah la persévérance, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, non? On se ressemble beaucoup de toute façon. Ténacité, La perversion, non. La persévérance, c'est un peu la même chose. Bon, en tout cas, moi j'irais dire la détermination, envie d'y arriver voilà. et se donner les moyens d'accomplir son rêve, ce qu'on a envie. Si vous deviez choisir un objet, lequel choisiriez-vous? Je pense que j'emmènerais l'alliance de ma grand-mère, que j'ai toujours avec moi, et comme c'est un objet de cœur, je ne le quitterai pas. C'est un objet à emmener ou si nous étions un objet? Enfin, ouais, si t'étais un objet, quoi. Un carnet de notes, mais je vais tricher un peu, c'est carnet de notes avec le stylo inclus pour pouvoir écrire. Stylo inclus, ok. Ok. Un package, quoi. C'est ça. Si vous deviez choisir un mot et un seul. Ma sérénité. Parce que je crois que dans notre métier, en tout cas dans le mien, j'en ai souvent besoin et je suis souvent en quête de sérénité. Et je crois que c'est le seul que je choisirais puisque c'est celui qui me permettrait vraiment de créer avec beaucoup de souplesse d'esprit. Amour. Parce qu'on a besoin d'amour et on a besoin d'en donner. T'as bien raison. Allez, une petite dernière. Si vous deviez être un animal, lequel seriez-vous? Alors là, il me vient un cochon d'Inde, mais... Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? N'oublie pas qu'il faut justifier quand même. Bah, je vais le justifier. C'est parce que t'en as un? J'en ai deux. Et c'est vrai qu'il me comble. Et si je devais être un animal? Ouais. Bah oui, je trouve que c'est pas très embêtant. Ça fait sa petite vie tout seul dans son coin et ça reçoit l'amour s'ils en ont besoin et ça en donne très facilement, mais sans être très étouffant, puisque du coup, on va pas dire qu'ils me sautent au bras dès que j'arrive. Et je ne suis même pas certain qu'ils me reconnaissent, mais allez, on va dire pour le fun un cochon d'Inde. Un papillon pour pouvoir m'envoler comme je le souhaite. Je préfère ta réponse que la mienne. Elle est originale, hein, je vous avoue, elle est originale. Mais écoutez, c'est ça, hein, c'est la joie d'avoir des réponses diverses et variées des nombreux invités que j'ai pu recevoir dans le podcast. Alors, on va parler de mental. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet et on va déjà commencer par votre parcours. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, Olivier, et puis ensuite Fabien? Oui. Eh bien, moi, j'ai donc commencé la guitare à l'âge de 7 ans parce que ma maman me voyait jouer avec une guitare de tennis pour faire comme si c'était une guitare. Et donc elle a eu peine de moi et elle m'a offert une guitare. J'ai commencé les cours de guitare à 7 ans, les cours de clavier à 8 ans. J'ai tout arrêté au lycée en première après avoir passé le bac de français pour faire le conservatoire de Chambéry où je devais faire musique-études et en définitif je ne voyais pas continuer mes études et j'ai rempli mon agenda de cours au conservatoire. J'y suis resté 2 ans et ensuite j'ai été débauché de ce conservatoire par une Juliette Solal, qui était directrice d'une école au Théâtre de la Reine Blanche à Paris. Et j'ai fait son école pendant 1 an. Et c'est la première personne à qui j'ai fait découvrir mes compositions. Ensuite, j'ai fait un premier album qui était vendu après les concerts. Je suis rentré à Lyon et j'ai tout arrêté. J'ai été serveur dans un restaurant. Et j'ai rencontré Jérôme, mon chéri, et mon producteur
qui m'a aidé à construire une société que nous gérons ensemble. Et j'ai sorti un vrai premier album qui était dans les bacs en 2017. Ensuite, un second album qui vient de sortir. Et donc en fait, c'est pratiquement c'est un parcours entre un apprentissage solitaire en étant autodidacte et aussi en ayant une formation quand même dans les conservatoires pour avoir une base solide qui m'aide quand même au quotidien pour les concerts, etc. Mais voilà, c'est un parcours d'indépendant qui continue à vivre je continue à vivre de mon métier. Je me suis battu pour en vivre et j'en vis encore aujourd'hui, et chaque année je me bats pour encore vivre de ce métier malgré les circonstances. Bon, bah, super parcours. Donc tu es de haut et de bas, comme on aime dans le podcast. Tu vas pouvoir nous parler un peu de mental, du coup, parce que du coup, bah, t'as dû traverser plein d'épreuves pour pouvoir en arriver là où tu es aujourd'hui, en tout cas, et mettre au point un deuxième album. Très bien. Par où commencer? Ben, en fait, j'ai eu une formation traditionnelle. Je suis allée à l'école jusqu'en terminale. Et après, je suis allée en art du spectacle à Nanterre, en section cinéma. Et ça ne m'a pas du tout plu, parce que j'ai très vite conscientisé que je ne voulais pas être derrière la caméra, mais devant. Donc, j'ai arrêté avant les partiels. Et j'ai pris mon indépendance financière. J'ai bossé pendant près de 7 ans en supermarché. Et puis j'ai été rattrapée par ma passion. J'ai fait la rencontre d'un comédien qui s'appelle François Rimbaud, qui a été un petit peu mon Pygmalion, on va dire. Et je me suis lancée dans les cours comme ça. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre amateur. Et au bout d'un moment, mes profs m'ont dit tu n'apprendras plus rien avec nous. Il faut que tu ailles voir ailleurs. Et je suis allée au studio Pygmalion, voilà, où j'ai appris énormément de choses. Et puis, je suis ressortie du studio Pygmalion. J'ai enchaîné les pièces de théâtre et j'étais intermittent du spectacle. Voilà. Il a synthétisé. J'essaie de synthétiser. Il a synthétisé un max. Mais bon, on sait que voilà, le parcours a été aussi ponctué de haut et de bas. Oui. Alors, la question est simple. Qu'est-ce qui vous inspire votre parcours à tous les deux? M'inspire beaucoup de... ça dépend des moments, ça dépend à quelle période de l'année je suis. Si je prends du recul là maintenant sur mon parcours, j'en suis assez fier quand même. Je suis assez fier de mon parcours parce que j'ai toujours tenu là où j'aurais pu être souvent découragé, soit par les circonstances, soit par... pas trop les gens. Les gens m'ont jamais découragé, ou peut-être dans le milieu professionnel à la limite. Assez vite, parce que même quelque part quand je faisais des concours de chant que j'étais ado, j'ai rencontré la jalousie très rapidement, mais ça m'a blessé, mais j'ai toujours continué. Il m'inspire une certaine fierté, mais avec pas mal quand même de je suis assez humble, je pense, quand même, donc faudrait pas croire que je suis quelqu'un de fier, mais par contre je suis quand même content d'avoir effectué déjà tout ce que j'ai pu faire à l'âge depuis 34 ans. Voilà, je suis assez fier de mon petit parcours que je poursuis petit à petit. On va dire que tu es satisfait de ton parcours, du coup. C'est ça. Satisfait, je sais pas. C'est pas pareil. Je suis fier. Bah, satisfait, non, parce qu'on aurait toujours envie de plus. Enfin, moi, j'ai toujours envie de plus. Pour ça, d'ailleurs, ça m'aide à continuer et à être tenace. Je suis fier d'avoir accompli tout ça, mais satisfait, non, parce que j'aurais bien aimé encore faire plus de choses, ou qu'il y ait des résultats meilleurs. Ça va venir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, voilà, peut-être. Tenace. On sait jamais. Ouais, ténacité. Pareil, en fait, ça, comme Olivier, ça dépend des moments. Il y a des moments où on n'est pas satisfait. Il y a des moments où on est satisfait. Ça dépend beaucoup de notre état d'esprit et puis des épreuves qui se présentent à nous. Mais en ce moment, oui, je dirais fierté d'avoir l'opportunité d'avoir un spectacle à l'affiche. Voilà, ça me procure de la fierté. Bah ouais. Et d'avoir la confiance d'une équipe et ça n'a pas de prix. Oui, puis en plus, j'ai pu voir du côté, je sais pas comment on appelle ça quand tu présentes tes pièces là, t'as eu 3 jours là où t'as présenté là. Les premières. Ouais, en fait j'ai pu assister à la première, c'était génial. Donc il y a énormément de travail derrière, et les jeux d'acteurs c'était top et tout. Bon voilà.
Voilà. J'en dis pas plus, après on va dire que je suis de la promo. Voilà, il faut venir voir le spectacle. Il faut aller voir. Si je vous dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça vous parle dans votre parcours? Oui, je pense que si on a la persévérance, oui, on peut. On va dire, il y a des moments où on est dans la projection, on aimerait bien obtenir quelque chose, et déjà ne serait-ce que qu'avoir cette vision-là, on est dans un truc positif, donc forcément, on va aussi se donner les moyens d'atteindre ce qui nous semble impossible, ce dont on rêve. Et oui, je pense à force de rencontres et de persévérance, on peut atteindre l'impossible. Voilà, mais il faut s'envoyer des messages positifs. Je vais y arriver, même si c'est pas forcément toujours évident. Oui, Olivier t'a envoyé au charbon, quoi. Oui, c'est la question. Pas le temps de réfléchir. Moi, j'ai vraiment envie de dire que c'est mon quotidien, rendre possible l'impossible, parce qu'en fait, dans ce métier, quand on vient de nulle part, quand on est un enfant qui n'est pas du milieu ni du métier, pas du milieu artistique, pas du milieu parisien. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Faire de la musique, personne n'en fait dans ma famille. Avoir un instrument, chanter avec sa voix, enfin tout ça. Et rendre possible l'impossible, c'est mon quotidien, parce qu'en fait, quand on est indépendant, comme ça, comme Fabien, comme moi, chaque projet, c'est faire en sorte que ce qu'il paraît impossible devienne possible. Sortir un album, aujourd'hui, c'est compliqué parce que les rayons de disques sont de plus en plus petits. Donc, c'était compliqué en 2017, mais ça s'est endurci. La complexité s'est endurcie aussi cette année parce que les rayons sont de plus en plus petits. Les gens utilisent le digital, mais sur le digital, il y a beaucoup de propositions, donc il faut trouver les bonnes playlists, etc. Donc oui, rendre possible l'impossible, c'est vraiment mon quotidien pour trouver des spectacles. Après une longue période de Covid où les gens ont du mal à se déplacer, convaincre les mairies qui ont plus beaucoup d'aide financière, de les convaincre d'acheter mon spectacle pour rester intermittent, vivre de mon métier. C'est vraiment le quotidien, faire passer un clip en télé. C'est pas facile aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'il faut convenir à une mode. Il faut rentrer dans les cases, et des concerts un petit peu des cases, c'est pas évident. Quand on n'a pas quand on n'est pas fils d'eux ou autre, c'est plus compliqué quand même. Alors, eux ont d'autres complexités. Je dis pas que tout est forcément évident pour eux, hein. Quand je parle par exemple de Thomas Dutronc, si je parle de Vanny, qui est la fille de Julien Clerc, etc. Ils ont d'autres complexités. Mais vraiment, il y a cette histoire de rendre possible l'impossible au quotidien quand on est un artiste indépendant, et qu'on se forge seul, et qu'on essaie de trouver les bonnes rencontres et avoir de bonnes énergies au quotidien. Ok, c'est clair, hein. Bravo. D'où la ténacité. On a bien compris. Alors, on va parler de mental. Si vous deviez définir ce mot mental, ça serait quoi votre définition à tous les deux? Alors là, quoi la définition de Fabien et la définition d'Olivier? Le mental, pour moi, c'est quelque chose c'est un petit peu ce que je disais avant, c'est quelque chose qui se forge. C'est quelque chose, c'est comme un muscle que l'on forge avec des pensées, avec aussi parfois la difficulté, parce que la difficulté forge le mental, c'est-à-dire qu'elle vient muscler un petit peu, nous mettre en défi nos possibilités de manière quotidienne. Le mental, voilà, pour moi, c'est un muscle que je dois travailler au quotidien, comme quelqu'un qui fait du sport, qui prépare un concours de gym, et qui doit chauffer son corps. Comme moi, je chauffe mes cordes vocales avant de monter sur scène, parce que c'est un muscle qui est utilisé sur la scène. C'est un muscle. Les cordes vocales sont des muscles. Comme je les travaille au quotidien pour pouvoir chanter sur scène aisément, je dois aussi forger mon mental. Je dois muscler cette petite, cette chose imaginaire qui nous aide à tenir et à persévérer dans notre art. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de parallèles finalement avec les sportifs, parce que notre corps, c'est aussi notre outil de travail, comme les sportifs. Et du coup, effectivement, il faut avoir une démarche de mental comme les sportifs qu'il faut forger. Et, effectivement, oui, comme un muscle, je suis d'accord. Et après, on a chacun, j'imagine, nos recettes pour forger ce mental. Oui. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir et que quelque part, ils attendent un show, une certaine performance, un peu comme dans le sport. Oui, ça demande de l'énergie. Moi, quand je sors de scène, là, en Suisse, on a joué pendant 2h15. J'ai même pas vu le temps passer, avec une canicule où il faisait une chaleur d'enfer.
Oui, effectivement, le corps, il est là, hein. On peut pas arriver, on peut pas se réveiller le matin en disant, allez, hop, je vais chanter le soir sans l'échauffer. C'est vrai. Ouais, c'est du sport. C'est comme moi, quand je joue au théâtre, c'est pareil. En général, je fais rien d'autre de la journée parce que j'ai besoin de rester focus sur. J'ai besoin de m'économiser pour faire une performance satisfaisante le soir, quoi. Ça, c'est l'aspect physique, mais après, effectivement, faut se mettre dans de bonnes conditions mentales pour pouvoir lâcher prise et être un petit peu être libre sur scène et puis laisser l'art s'exprimer et tout ce qui est technique le laisser un petit peu de côté. Ça, c'est pendant les répétitions, c'est le travail interne, mais sur scène, on offre. Alors, très bien. Donc, du coup, le mental, c'est un muscle qu'on travaille. Pour moi. Ok. Aussi, Oui, je suis d'accord. Oui. Alors, du coup, comment vous faites pour le travailler? Être dans la pensée positive, même si c'est pas toujours évident, déjà. Essayer de pas trop se laisser impacter par tout ce qu'il y a à l'extérieur, même si c'est pas évident. C'est le travail d'une vie. Et puis prendre aussi ce que les gens nous... En fait, il faut faire aussi le tri par rapport. Le regard de l'autre est quand même important. On fait des métiers où on est exposé. Le regard de l'autre est important, mais il faut pas qu'il soit impactant dans le sens négatif. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment faire le tri et de prendre vraiment en considération tout ce qui peut nous élever et nous emmener plus loin, et tout ce qui va un petit peu nous plomber, le laisser de côté. Et voilà. Moi, j'ai appris des nouvelles techniques. J'avais aucune technique pour forger mon mental. Je pense que pendant de nombreuses années, j'ai pris sur mes nerfs. C'est-à-dire que vraiment, je suis quelqu'un de très mince, je suis pas épais du tout, je suis pas très grand. Et du coup, je pense que j'ai tenu longtemps sur les nerfs. C'est-à-dire que vraiment, c'était ma nervosité qui me permettait de tenir. Puis, au bout d'un moment, ça a lâché. En 2017, ça a lâché, mais littéralement. J'ai fait une sorte de dépression nerveuse, qu'il a fallu que je surmonte. Et pour la surmonter, parce que c'était vivre ou mourir, il a fallu que j'apprenne à faire de la méditation. Il a fallu que j'apprenne à faire du yoga. Il a fallu que je cherche un professeur de yoga qui me parlait, parce que tous sont différents et toutes les techniques ne conviennent pas à tout le monde. Et donc ces petites recettes-là, prendre du temps pour moi, accepter la défaite pour mieux rebondir sur un nouveau projet. Voilà, c'est comme ça que je forge mon mental, et en étant bien entouré, en choisissant aussi ceux qui sont autour de nous, faire du tri aussi dans ceux qui sont bienveillants et ceux qui ne le sont plus, nos limites d'acceptation, qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on refuse aujourd'hui, dans les propositions, l'âge qui passe, toutes ces choses-là. Mais moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de dire que moi, ce qui m'a vraiment forgé, ce qui a forgé mon mental, c'est d'essayer d'avoir de la sérénité. Tu m'as demandé de choisir un mot tout à l'heure. La sérénité, c'est ce que je choisis parce que c'est ce qui m'a permis de me tourner du côté de la vie et de faire un nouveau projet comme celui que je sors à présent. Je pense que sans cette sérénité que j'essaye d'atteindre et que je cultive au quotidien, j'aurais pas pu avoir l'esprit assez fort pour faire un nouveau projet. J'aurais baissé les bras, j'aurais fait autre chose, ou alors je serais plus là. Mais oui, le yoga me fait beaucoup parce qu'en fait, on travaille des muscles profonds et il faut tenir. On travaille beaucoup l'équilibre. Donc du coup, ça se déteint sur la vie au quotidien, sur nos démarches et sur notre art. Moi, j'ai besoin de m'isoler aussi par rapport au mental. Rester. En fait, la vie à Paris est parfois violente quand on est sensible, que ça soit au niveau des bruits, des lumières, etc. Et j'ai besoin de m'isoler et d'être au calme. Donc le soir, je fatigue très vite et j'aime bien être seule et avec mon chat. Donc il y a des artistes qui composent, qui écrivent. Vous n'avez pas un carnet de bord, quelque chose où vous mettez toutes vos pensées, sous vos écrits, tout ça? J'ai un carnet. Le téléphone aussi m'aide. Des fois, je me promène et il y a un mot qui fait écho ou une phrase et je note, ou une citation. Je note sur le carnet ou sur mon téléphone si j'ai pas, et
et après je retranscris sur mon carnet. Et du coup, j'ai toute une liste de choses et je pioche parfois dedans pour commencer à écrire. Et c'est vrai parce que j'ai vu son carnet et c'est vrai que il m'a partagé quelques idées qu'il a pu avoir et qu'il a notées sur son carnet, et souvent c'est très léché, c'est bien choisi et c'est pimpant. Merci. Bon. Et peut-être que vous allez vous inspirer l'un l'autre, peut-être que tu vas lui écrire une chanson. Tout est possible. Alors, on va parler de confiance. Est-ce que c'est un mot qui vous parle, la confiance? Oui. Oui. Est-ce que c'est un mot qui finalement vous l'avez acquis avec l'expérience, ou c'est quelque chose que vous avez eu tout de suite et vous avez réussi à vous en servir pour faire fructifier votre art, comme tu disais tout à l'heure? Je n'aimerais pas être quelqu'un qui ait trop confiance en moi. Pareil. Mais par contre, j'aurais aimé avoir un petit peu plus confiance en moi, notamment les années scolaires qui ont été catastrophiques me concernant et où je me suis souvent senti abusé. Donc du coup, ça m'a pas aidé pour plein de choses, mais par contre, ça m'a aidé, je pense, à avoir des idées créatives. Mais je suis toujours un petit peu à cheval sur différentes choses, c'est-à-dire que je suis le cul entre deux chaises, comme on dit, c'est-à-dire que pour certaines choses, j'ai confiance. Et pour d'autres, j'ai pas assez confiance, donc j'y travaille. Mais disons que c'est ce qui m'inspire, c'est que moi, je ne suis pas une personne ultra confiante, que je travaille cette confiance en moi, qu'elle est essentielle pour pouvoir se présenter sur scène un minimum, parce qu'on peut pas arriver sur scène en s'excusant. Mais qu'elle peut être encore meilleure, cette confiance, et que je tente de l'améliorer et j'espère qu'elle sera plus forte les années à venir, parce que on a besoin de cette confiance-là pour être solide sur nos deux jambes. Ouais, je suis d'accord en fait avec ça. Faudrait pas être trop confiant parce que les gens deviennent très vite un peu exécrables quand même, ceux qui ont trop confiance en eux. Mais j'aurais aimé aussi en avoir, mais on ne réécrit pas l'histoire, hein. J'aurais aimé aussi en avoir plus quand j'étais plus jeune, plus de confiance, plus d'assurance. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait que je suis comme je suis à l'heure actuelle. Donc voilà, on accepte et on avance comme on peut. Moi, je trouve que les nouvelles générations sont plus confiantes. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Je suis très investi sur plein de sujets, notamment l'écologie. Et quand je vois mes neveux qui ont entre 18 et 20 ans, ils sont très confiants. Ils ont très confiance en eux, je trouve, pour plein de sujets, que ce soit l'homosexualité ou plein de trucs. Et je trouve que il y a plein de choses qui sont de beaux présages dont on parle pas assez. On parle toujours de ce qui est négatif chez les nouvelles générations. Moi, je trouve que voilà, les jeunes ont plus confiance en eux. Que peut-être notre génération, ou nous, dans nos difficultés, on avait un petit peu plus de mal à sortir la tête de l'eau, mais j'ai l'impression qu'il y a des belles choses quand même qui bougent. Effectivement, il y a peut-être un truc, c'est peut-être une question de génération. Oui, et puis ils sont plus, enfin, je sais pas, quand je vois mes neveux, je les trouve plus matures que moi à leur âge, donc. Oui, mais je suis d'accord aussi quand je vois des jeunes de 20 ans qui sont, que je trouve beaucoup plus matures que nous quand on était jeunes. Ils sont plus d'un pas décidé. Moi, j'étais trop dubitatif. La prochaine question, c'est qu'est-ce que vous pensez du droit à l'erreur? Il est essentiel. Oui. On a le droit de se tromper, effectivement. Et puis surtout, et c'est essentiel de se tromper. Enfin, moi, je me suis trompé plein de fois et c'est comme ça que j'ai pu rebondir, corriger. Ne pas refaire la même chose, oui, effectivement. Mais c'est pas l'erreur en soi, c'est les répercussions que ce choix peut avoir, où tu vois que les répercussions elles sont négatives, ça fait un peu un effet boule de neige et du coup ça t'aide à conscientiser et à savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux plus. Donc oui, c'est important de se tromper. Moi, je pense que c'est même une chance pour ceux qui nous écoutent. S'il y en a qui sont trompés, je pense que c'est une chance. Ils sont chanceux ceux qui se sont trompés parce que ça leur permet d'aller plus loin, ça leur permet de se bonifier et c'est en cela très essentiel. Je rebondis sur le regard des autres. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le regard des autres. Est-ce que vous avez dû vous en affranchir à un moment donné?
dans votre métier artistique pour pouvoir vous élever? C'est compliqué, hein. C'est une notion qui est compliquée parce qu'on dépend en même temps du regard de l'autre. Si on fait ce métier, c'est aussi pour faire partager. Donc on a besoin de ce retour-là. Je pense que c'est vraiment faire le tri et prendre en considération ce qui peut nous aider à avancer, ce qui va justement par rapport à la confiance, qui va peut-être nous apporter une confiance supplémentaire. Et tout ce qui est négatif, peut-être le laisser de côté, pas trop prendre en considération, essayer du moins. On est tout le temps confronté avec nos métiers au regard de l'autre, mais je pense que tout le monde, peu importe le métier, on est tout le temps confronté au regard de l'autre. Sauf si vous vivez au fin fond de la montagne et que vous élevez des chèvres. Je pense qu'ils sont plus heureux que tout le monde d'ailleurs, ceux qui font ça, parce que ils sont confrontés au regard de leurs chèvres, et je suis sûr que c'est des regards très tendres. Mais on est tout le temps confronté au regard de l'autre, et encore plus, je pense, dans notre génération que celle d'avant. Peut-être pour ça d'ailleurs que les nouvelles générations sont plus confiantes, parce que c'est vrai que avec les réseaux sociaux, etc., on est dans un monde de l'image extrêmement fort. Donc du coup, on n'est jamais tranquille en fait. Qui est d'ailleurs le monde de l'image qui est peut-être même plus fort que le contenu. Oui, c'est vrai que pour faire émerger parfois le contenu, le fond du projet artistique, c'est plus difficile parce que souvent les gens vont s'attarder que sur la forme. Juger la forme sans connaître le contenu. Ce qui se passe un peu sur les différents réseaux sociaux où c'est une image une petite image de 10 secondes quoi, où il faut convaincre. Finalement, t'as 3 secondes pour donner envie aux gens de... Oui, puis il peut très bien y avoir un joli paquet, mais une coquille vide à l'intérieur. C'est ça, et puis des fois t'as quelque chose d'intéressant, mais l'image n'est pas en adéquation avec aussi le contenu. Ça arrive aussi. Et le regard des autres peut être très très dur aujourd'hui quand même. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens peuvent être très méchants. Moi, j'ai pas trop eu de méchanceté autour de moi sur les réseaux sociaux. Ça arrive peut-être 1 ou 2 fois en 10 ans. Donc je suis très chanceux. Mais c'est vrai que c'est pas facile quoi quand même, parce que les gens sont crus, les gens se cachent derrière leur clavier. C'est très 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 rude. Et puis c'est compliqué parce qu'il y a un effet miroir aussi avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si tu entreprends et que face à toi tu as quelqu'un qui regarde ce que tu fais et qui aimerait, t'as 2 cas de figure, soit la personne elle va être contente pour toi et elle va avoir de l'admiration, soit va y avoir de la frustration et de la jalousie parce que cette personne-là aimerait aussi réussir à entreprendre. Donc c'est à double tranchant, complètement. Les gens peut-être manquent un peu aussi d'empathie parfois. Je pense par exemple, ta question me fait penser un petit peu à Clara Luciani qui s'est exprimée là récemment sur le fait que elle s'excusait, mais elle avait plus envie de faire trop de selfies quand elle marchait dans la rue ou quand elle se levait le matin de son tourbus et que tout de suite il y avait des gens qui voulaient faire des photos avec elle. Malheureusement, elle est obligée de s'excuser de cela parce que les gens n'ont pas beaucoup d'empathie. Ils vont pas comprendre qu'elle a besoin de son intimité comme ça, qu'elle est une personne comme tout le monde, que si elle est sur scène, c'est pour chanter avant tout, et que faire des photos comme ça et d'avoir des photos d'elle qui circulent à droite à gauche où elle est pas apprêtée comme elle le souhaite, c'est la liberté de chacun d'accepter de faire une photo si on est apprêté comme on le souhaite. Moi, pour te recevoir, je me suis apprêté comme je le souhaitais, tu vois. Et c'est la liberté de chacun de pouvoir faire ça. Et les gens sont très très rudes, donc le regard de l'autre dans ce cas-là est très très rude et c'est dommage. Il faudrait que les gens soient un petit peu plus compréhensifs et empathiques. T'as bien raison. En tout cas, moi, je fais un petit rappel juridique. C'est que pour tous ceux qui écoutent et qui mettent des commentaires un petit peu limites sur les réseaux sociaux, attention, parce que le droit ne s'arrête pas au droit physique, mais au droit du numérique. C'est-à-dire que vous pouvez être attaqué selon ce que vous dites sur les gens pour diffamation. Donc, avis aux amateurs, mais attention, ça existe et renseignez-vous parce que ça arrive de plus en plus souvent. Ça peut coûter très cher. Alors, on va parler pas du juridique, de motivation. C'est quoi vos trucs pour vous motiver au quotidien? La douche froide. C'est le premier truc qui me vient. La douche froide? Ah ouais, moi, j'ai la douche chaude. Ah ouais, moi c'est... Alors moi, je me lève le matin,
je prends une douche froide, mais froide, mais le plus froid possible. Et ça me réveille de ouf. Et surtout, alors c'est terrible, ça fait un peu, ça me fait souffrir, hein, parce que c'est rude, hein, quand même, une douche froide. Donc je me dis, mais tant pis, c'est pas grave, tu souffres, t'es vivant, c'est mieux d'être vivant que mort. Donc vas-y, prends ta douche froide. Mais à ce qui paraît, c'est bon pour la circulation sanguine en plus. Oui, et puis j'adore ça. Puis moi, je pousse des cris monumentaux. Ah, tu chantes sur la douche. Ah non, je crie parce que c'est froid. Puis moi je me dis, mais c'est bien, je suis vivant. C'est froid. Non, moi c'est la douche. Ça me détend les muscles. Ah, moi j'ai besoin de me sentir vivant et toi t'as besoin de sortir détendu. Ouais, et puis j'aime bien faire des masques aussi. Oui, ça, oui. Sur TikTok. Pas que sur TikTok, mais ouais, j'aime bien faire des masques. C'est un moment de... Ça te motive? Ouais, ça me détend. Je m'occupe de moi. C'est un peu quand on prend soin de soi. Oui. Je cherchais un terme en anglais, self-care, non, c'est pas ça? Je suis nulle en anglais. C'est ça. C'est ça. Prendre soin de soi. Ok, une question que je pose souvent aux entrepreneurs, mais je vais vous la poser aussi à vous. Je suis entrepreneur. Oui, je sais. Mais du coup, entrepreneur dans l'industrie. Là, on est plus dans le monde artistique. Donc, voilà, l'industrie du disque. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir un plan pour réussir? Oui. Il faut être organisé, il faut avoir des équipes autour de soi. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans avec une SAS, donc c'était par action simplifiée. Et il fallait trouver, on avait un directeur général, il fallait trouver des directeurs généraux délégués dans chaque domaine. On s'est vite rendu compte qu'en fait, en partageant les tâches, c'était très compliqué pour surveiller tout ça. Parce qu'on avait un conseil de surveillance et on passait plus de temps à surveiller qu'à faire. Après, on s'est défait de tout ça. Et ensuite, on a collaboré avec d'autres gens. On a eu deux nouveaux associés qui sont pas restés ou autres, mais les principaux sont restés. Mais oui, effectivement, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de planification. Quand vous sortez un album, il y a un plan promo à faire 3 mois à l'avance. Vous avez différents interlocuteurs. Moi, en l'occurrence, c'est Sony, c'est l'autre distribution. C'est beaucoup de temps administratif et relationnel. J'ai une personne sur scène qui me fait mes feuilles de route, qui me permet de me déplacer en toute sécurité, tout organisé. J'ai toute une équipe autour de moi et ça demande beaucoup d'organisation. Et sans cette organisation-là, on peut pas accomplir les choses avec sérénité et être à même de pouvoir venir à un moment donné sur scène et proposer un spectacle. Du côté professionnel oblige à ce que l'on soit effectivement organisé, entouré d'une équipe. C'est essentiel et ça vient petit à petit et trouver les bons équipiers. Oui, quand tu es chef de projet, effectivement, faut être organisé, mais il faut penser à plein de choses, à la manière de communiquer, quand est-ce que je vais communiquer. Bon, après, il y a des imprévus aussi, il faut faire avec, on arrive à réorganiser la chose en fonction de ces imprévus. Mais oui, faut être organisé. Ça peut être un bordel organisé, mais il faut être organisé. Parce qu'en plus, toi, tu as plusieurs acteurs à gérer. Oui, bon, après, j'ai le metteur en scène François Rimbaud qui est là avec moi pour m'épauler, mais oui, être chef de projet, il faut absolument être organisé. Mais si je peux me permettre, c'est que je trouve que le succès de la nouvelle pièce de Fabien, Fragment d'homme, je pense que là, elle est en train de développer un joli succès, parce que, comment dire, déjà la salle était pleine les 4 soirs. Les critiques étaient vraiment très très belles, mais je pense que si aujourd'hui ils arrivent à jouer tout l'été à Paris, c'est beaucoup parce que il y a eu les expériences précédentes et que aussi il y a eu une organisation, il y a eu l'expérience de la précédente pièce qui a été pris en compte, qui n'était pas un échec, parce que là on parle pas d'échec, hein, on parle vraiment d'expérience. Et je pense que vous avez été plus fort avec la présente expérience-là. Donc, du coup, vous êtes organisé encore plus. Oui. Et quand j'entends François, par exemple, le metteur en scène, parler, quand il m'a parlé de comment il s'organisait pour le choix des musiques, etc., eh bien, tout a été choisi, tout est passé au peigne fin. C'est-à-dire qu'on est dans une précision absolue. En fait, on a bénéficié justement quand on parlait du droit à l'erreur, sur Fragment de femme, donc mon précédent spectacle, il y a eu des erreurs de fait, et justement là pour Fragment d'homme on les a pas on s'est servi de ces erreurs pour ne pas les pour ne pas les reproduire, et puis j'ai bénéficié aussi de toute la communication qui a été mise en place pour Fragment de femme. J'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas,
du coup, tout ça, ça m'a vraiment servi pour la suite, et je savais avant même que le spectacle soit créé ce que j'allais faire. En fait, la manière de communiquer, ce que je voulais au niveau des visuels, ce que je voulais au niveau des photos. Enfin, voilà, tout était clair déjà dès le départ. Et l'observation est très importante aussi, que ce soit pour Fabien ou moi. Oui. On est obligé, quand on fait un métier artistique, sans convenir à la mode, on est obligé quand même d'observer ce qui se passe, comment on utilise les réseaux sociaux, comment aujourd'hui on propose un spectacle dans Paris à cette période-là après le Covid, comment on propose un spectacle dans les différentes mairies de France quand on arrive après le Covid et qu'il y a moins de budget. On observe, on est obligé d'observer beaucoup, de regarder, de prendre la température. En fait, en voyant les autres artistes faire aussi dans la manière de communiquer, etc., c'est très inspirant pour nous, pour avancer aussi, pour proposer des choses. Ok. Ok. Vous m'avez convaincu qu'il faut être organisé, avoir un plan. Ouais, un minimum. Pour réussir. Un minimum. Chacun sa recette. Ouais, ben, en tout cas, vous en avez une. Bon, moi, je m'organise pas en ayant des feuilles ou autres, c'est tout dans ma tête. J'ai de la chance d'avoir une bonne mémoire. C'est beaucoup ça. Mais, Alors là, on va parler gestion des émotions. c'est plus compliqué, là. Ah bah moi si je suis énervé je monte sur scène et j'engueule tout le monde hein. Si le concert il est censé durer 1h30 et que je suis super mal dans ma peau parce que j'ai mal à la tête ou j'ai mal à la gorge, j'envoie tout le monde balader, c'est terminé le concert, voilà. Ah bah moi c'est comme ça que je gère pas carrément. Bah oui, on gère nos émotions comme ça nous hein. Alors est-ce que vous avez déjà connu du stress ou de la pression par rapport à des événements? Pas du tout. Sur scène, et du coup comment vous faites pour les gérer en tant qu'artiste? Alors moi personnellement, je suis en plein dedans parce que comme je suis en tournée, quand j'arrive dans une ville, dans une salle, je ne sais pas quel public je vais trouver, je ne sais pas les organisateurs s'ils seront accueillants ou pas, s'ils auront tout prévu ou pas. Donc il faut faire avec les imprévus et il faut aller au bout du truc. Donc alors là, c'est là qu'on a intérêt d'avoir le mental bien musclé et bien forgé, parce que quand vous vous retrouvez par exemple sur une scène où le son il est mauvais, bah il faut aller au bout du concert. Si vous vous entendez pas par exemple dans vos retours scène, il faut aller au bout. Vous avez pas le choix. Vous allez pas tout arrêter en disant sortez tout le monde, on va refaire les balances c'est les répétitions avant le concert, changez-moi le matériel. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire que il faut faire avec. C'est-à-dire que dans ces cas-là, comment vous faites? Bah vous faites comme d'habitude. Vous entendez pas sur scène, vous utilisez votre oreille interne et puis du coup parce que quand on s'entend pas sur scène, on a l'impression de chanter comme dans du vide, comme dans le trou d'une cul d'une vache, j'ai envie de dire. Si. Et donc du coup, le nombre de fois que j'ai l'impression de chanter dans le trou du cul d'une vache, c'est-à-dire que je m'entends pas du tout. Du coup, je suis obligé d'utiliser mon oreille interne. C'est-à-dire que pour chanter juste, je suis obligé de me dire heureusement que tu sais ce que tu fais quoi. Ton cerveau, il doit être activé là et le mental bien forgé. Quand vous avez un public qui par exemple vous arrivez sur scène et vos nouvelles chansons étaient super dynamiques hein. Finalement, c'est une fête de la musique dans une ville thermale où la moyenne d'âge elle a 70 ans. Vous adaptez le programme, vous allez faire Charles Trenet, les Amants de Saint-Jean, Que reste-t-il de nos amours, et puis si vous avez à l'inverse un public super jeune, super dynamique, super curieux, vous allez faire que des compositions parce que vous sentez qu'ils sont à même de pouvoir apprécier des découvertes musicales. Voilà, c'est l'adaptation. On gère ses émotions en les adaptant. Comment gérer ses émotions sur scène, c'était ça la question. Ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est comment tu fais pour gérer tes émotions quand on est sur scène, quoi. Ça bouillonne un petit peu quand même intérieurement. Je pense là aux premières de Fragments d'Homme où j'avais des tremblements, soit dans la jambe, soit dans les mains. En fait, je canalisais ça. Moi, j'aime bien m'isoler. J'ai besoin de m'isoler et de verbaliser aussi m'aide à dire aujourd'hui je suis stressée. Mais je l'ai pas fait là pour Fragments d'Homme. Je suis plutôt restée focus à me concentrer, à rester dans mon coin pour ne pas trop me laisser déborder par les émotions. Il faut accepter aussi quand on joue parfois il y a des choses qui sont mises en place avec le metteur en scène. Et parfois, en fait, l'émotion n'est pas au rendez-vous, c'est une autre émotion qui arrive et c'est bien de savoir se servir de ça et du coup amener le texte vers autre chose. Voilà, si un jour c'est pas de la tristesse qui ressort sur tel texte, mais ça va être de la mélancolie, et
on se sert de ça aussi. Tu utilises ton humeur du moment. Oui, complètement. Il faut pas qu'elle prenne trop de place non plus, mais si elle n'est pas, si l'émotion voulue n'est pas au rendez-vous et que c'est mon humeur du moment qui prend le dessus, je me sers de ça pour que ça soit sincère avant tout. Voilà, donc c'est pas une science exacte, les émotions. Non, ça c'est sûr, c'est pas une science exacte. Et puis chaque jour, on en vit comme je dis souvent, chaque journée quand on se lève, c'est finalement, c'est comme si on vivait une nouvelle vie et qui nous traverse de différentes émotions. À la fin de la journée, on peut faire le point sur tout ce qu'on a vécu, puis le lendemain matin, on se réveille, puis hop, on revit 24 heures. Mais non, mais c'est intéressant parce que vous êtes face à un public. Comme tu dis si bien, tu es obligé de t'adapter au public que tu as en face de toi. Et ce que me disait aussi Verino, souvent il testait la salle. Voilà, donc du coup pour savoir un peu où il allait aller, si c'est ça, s'il y avait du répondant qu'il y avait dans la salle, donc ça correspond un petit peu à ça. Et puis voilà, donc c'est chouette de pouvoir aussi, c'est un terme qui revient souvent aussi, ça, être capable de s'adapter en fait. Je pense que si on veut passer un bon moment lors du show, c'est important, oui, de chercher à s'adapter, parce que sinon on passe à côté de plein de choses qui sont gratifiantes, des beaux moments de partage. Si moi j'arrive sur scène et que je suis pas attentif à ce qui se passe dans la salle et que je suis juste dans la proposition, mais que je suis pas dans l'apprivoisement mutuel entre public et moi, je peux passer à côté de beaux moments. C'est pour ça aussi que je fais cet effort-là de réfléchir, avec intelligence, de faire les bons choix. Sur l'apprivoisement, ce que j'aime bien faire, parce que avec le théâtre c'est un petit peu différent. Quand c'est pas trop des choses qui sont pas trop en interaction avec le public, du coup c'est différent. Mais ce que j'aime bien faire, c'est une fois que les gens sont installés dans la salle, avant que le spectacle commence, c'est regarder, me mettre dans un coin et regarder les gens et voir qui est là et voir comment ils sont positionnés dans l'espace. Ça m'aide beaucoup parce qu'avec les projecteurs, on n'a pas forcément de visibilité sur la salle et ça, j'ai l'impression d'apprivoiser un petit peu les gens en les regardant avant de commencer à jouer. Ok. Alors, on reste sur scène. Oui. Comment vous faites pour arriver à tenir votre concentration sur la durée? Ça, c'est plus difficile quand même. Parce que disons que moi, si j'ai vraiment, alors par rapport à mon concert, les 3-4 premières chansons, je trouve que je suis extrêmement performant. Parce que je suis très concentré. Au bout d'un moment, je vais me mettre à parler un petit peu plus, en plus de mon intimité, je vais faire des blagounettes, des choses comme ça. Et de temps en temps, là, c'est là que je peux perdre un petit peu en concentration. C'est pas facile. De temps en temps, il faut que je me recentre. Donc, il y a des moments où je vais me recentrer, en repensant simplement au texte de la chanson et au moment, ce que je faisais au moment, quelle émotion j'avais au moment où j'ai écrit cette chanson-là. Donc, c'est comme ça que je me recentre, parce que des moments, je peux un petit peu me disperser. Et donc, je me recentre en repensant qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'ai écrit cette chanson-là, je me recentre. Bizarrement, j'ai des problèmes de concentration dans la vie de tous les jours, mais sur scène, pas trop. Quand je rentre sur scène, je suis complètement focus sur ce que je suis en train de faire. Par contre, ce qui peut un petit peu déstabiliser, c'est quand il y a des petites choses qui sont pas prévues, comme tu accroches sur un mot. Là, du coup, ça demande un effort justement pour se recentrer et ne pas se laisser impacter par ce qui vient de se passer. Pour moi, c'est comme un signal d'alarme, en fait. C'est comme si on te pinçait pour te dire attention, là, t'es pas assez concentré, t'as accroché sur un mot, t'es pas assez concentré. Donc, du coup, je me recentre un peu. Non, je suis plutôt concentré sur scène. On arrive sur la fin du podcast. C'est la fin de cet épisode. Il reste quand même une dernière question. Elle va te plaire. Parce que ça parle de détermination. Aussi, ça va te plaire. Du coup, il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Il faut rien lâcher tant que ça ne met pas notre vie en danger. Parce que si ça met notre vie en danger d'être trop tenace, à un moment donné, il faut être lucide et se dire, est-ce que ma santé est impactée? Si la santé, elle est impactée, c'est que l'énergie véhiculée dans le choix que l'on a pris est peut-être pas forcément le bon, il faut l'ajuster. Moi, j'ai fait ça à un moment donné en 2017.
ça a pris le pas sur la ténacité que j'avais. Elle était mal placée. Du coup, voilà, j'ai pris des risques pour ma santé mentale et physique. Du coup, dans ces cas-là, il faut l'ajuster. Et j'ai perdu ta question, mais je pense que j'ai répondu à peu près. C'est ça. C'est pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que vous en pensez? Si, il faut lâcher parfois, il faut lâcher prise quand même. Après, par rapport à ton parcours, ce qui t'est arrivé, justement où tu dis, Olivier, à un moment donné, ma santé physique et mentale a été mise en danger. Donc tu as fait le nécessaire, tu as stoppé, mais ton objectif était toujours là. J'ai même pas stoppé. J'ai continué, mais différemment. Oui, voilà. Mais franchement, mon art aurait pu me tuer. En fait, c'est vraiment pas pour, on dirait pas comme ça quand on le voit et tout, mais effectivement, mon art aurait pu me tuer parce que je n'ai pas vu les signaux d'alarme. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que c'est important d'être tenace pour arriver au bout du chemin. Il n'y a pas de bout de chemin en fait. Ce n'est qu'un enchaînement d'expériences. Et chaque projet, c'est un maillon de la chaîne. Et donc c'est pas grave si de temps en temps on doit un petit peu changer de chemin et puis revenir. Faut être indulgent avec soi. Bienveillant, oui. Bienveillant avec soi-même. Mais oui, il y a des moments où on est obligé de lâcher, mais sans perdre de vue son objectif, mais se dire finalement c'est pas le bon moment, donc je laisse un peu parce que l'envie n'est plus là aussi, ça peut arriver, et puis on laisse poser, et puis on y revient après. Si c'est vraiment ce qu'on a au fond de nous et c'est vraiment ce qu'on veut faire, cet objectif-là, on réussira à l'atteindre. C'est juste qu'il y a des moments où on met en pause. Tu parlais de signaux. C'est quoi les signaux Les signaux, ce sont les crises d'angoisse. Non, les signaux, non, les crises d'angoisse, c'est déjà plus qu'un signal là. Non, les signaux, c'est une fatigue. C'est un épuisement mental et physique. Quand il y a des signes de fatigue qui sont trop présents, qu'on sait pas pourquoi, qu'on commence à avoir mal au corps et qu'il y a aucune raison que les résultats santé sont bons, qu'on trouve rien, qu'on vous dit vous avez rien en fait. C'est juste que votre corps il est en train de lâcher parce que vous allez trop loin. En fait, vous usez trop d'énergie. Moi, je passais jusqu'à 6 heures du matin pour démarcher pour trouver des concerts. J'ai arrêté de faire ça. Donc voilà, j'ai pas les signaux, c'est la fatigue. C'est le premier signal d'alarme, c'est la fatigue. Après, ce sont les crises d'angoisse, c'est la tristesse, c'est ne plus rien envie de faire, c'est ne plus trouver le goût de faire les choses, c'est voilà, ne pas s'enliser là-dedans parce qu'en fait, on descend plus vite qu'on peut remonter. C'est très difficile de remonter. Ok, c'était important en tout cas d'avoir les signaux parce que je pense que ça pourra peut-être parler à d'autres. C'est important d'être attentif à ces signaux-là. À son corps, oui, on dit le maladie. Oui. Tu as mal quelque part, j'ai mal au dos, en fait, ça. T'en as plein le dos. T'en as plein le dos, tu supportes plus. En fait, mentalement, on peut se déclencher plein de choses, hein. Mais moi, c'est parce que je pensais beaucoup aux résultats. C'est-à-dire qu'il faut pas trop, si par exemple vous avez ces signaux-là, c'est peut-être parce que vous avez pensé, en tout cas pour mon cas, je pensais trop aux résultats. C'est-à-dire, je fais un projet, je le présente, quels sont les retours que je vais avoir. Si c'est pas comme je le prévois, eh bien c'est là que ça peut faire mal. C'est-à-dire qu'il faut un projet artistique, on est là, on est des artistes, on le propose, on le partage, on le donne, et après hop, ça s'envole. C'est qu'est-ce que vous en faites après, on l'offre aux gens. Oui, ça nous appartient plus. Voilà. Du coup, c'est là qu'il faut lâcher prise un petit peu. Faut pas être trop dans la projection. Alors c'est ça que tu veux dire? Il faut accepter que ça se passe pas forcément comme on le prévoit, parce que c'est un métier imprévisible. Oui, il faut faire avec les aléas de tout. Oui, c'est ça. Du contexte, des gens, C'est pour ça que c'est bien d'être organisé, mais parfois t'es obligé de réorganiser la chose en fonction de tout ça, des retours que tu peux avoir aussi. Voilà, le pouvoir du moment présent aussi. Garde-les. Oui. Garde-les. Alors, je voulais vraiment vous remercier tous les deux pour la richesse de vos réponses à toutes les questions. Ça a été vraiment un épisode super agréable pour moi déjà
personnellement pour l'avoir écouté et puis bientôt vous qui allez l'écouter. Alors déjà on va finir le podcast. Déjà je vais vous laisser finir et traditionnellement je laisse l'invité dire le mot de la fin, ce qu'il a envie, s'il veut parler de ce qu'il veut. En tout cas il a le mot de la fin pour soit pour donner des conseils sur la nouvelle génération, soit pour je sais pas, une association caritative auquel il a envie de donner de la visibilité, soit autre chose. Donc je vais vous donner ce mot de la fin. Et ensuite, ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez un petit peu comment on fait pour aller vous retrouver, écouter votre musique, ou aller voir ton spectacle. Est-ce que vous avez un site internet où on peut vous retrouver, tout ça? Le mot de la fin que moi j'aurais envie de dire, déjà merci effectivement de nous avoir reçus, de nous donner ce temps de parole, parce que je trouve que c'est passionnant de parler de tout ça, parce que d'ouvrir son cœur, c'est important dans la vie de tous les humains, et c'est une belle aubaine de pouvoir nous permettre ceci aujourd'hui. J'espère que les gens qui nous écoutent auront trouvé des outils ou des réponses à leurs questions, et s'ils veulent moi personnellement m'écrire, c'est avec plaisir. C'est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Deezer, Spotify, etc. Et pour écouter la musique, ou bien dans tous les magasins pour acheter l'album, parce que la meilleure manière de communiquer avec vous pour moi, c'est d'écrire des chansons et de vous partager en musique mes ressentis. Que dire de plus? Oui, il y a Twitter aussi. J'ai oublié Twitter. Attends, on a Facebook, Instagram, Twitter. Quoi d'autre? TikTok pour les masses, mon petit Fabien. TikTok, toi aussi t'as TikTok, tiens. Oui, mais il fait des belles choses rigolotes. Beaucoup d'humour, Fabien, sur TikTok. On dirait pas comme ça, mais... Si, on dirait. Les gens qui me connaissent pas, non, pas forcément. Hein. Tu sais, ils ont l'image de quelqu'un de très sérieux. Non, mais on se marre bien. On fait le podcast aujourd'hui ensemble, c'est parce qu'effectivement, on se marre quand même vraiment bien. C'est une amitié qui a été très progressive. C'est vrai. C'est vrai qu'on est deux alliés parce qu'on vit chacun les mêmes choses dans nos corps de métiers différents, et c'est chouette. Et tu sais que j'avais pas fait attention en fait, mais il y a des années qui sont importantes pour toi comme pour moi, et ce sont les mêmes années. 2017, c'était L'écho des vertiges, ton précédent album. Moi, c'était Fragment de femme. 2022, c'est ton nouvel album Poudre de lune, et pour moi, c'est Fragment d'homme. Là, c'est drôle, hein. Une chronologie artistique exactement. Bien pointée. Oui, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, et puis pour Fragment d'homme et son pendant féminin Fragment de femme, on a une page Facebook, Twitter et Instagram. Donc c'est fragment.de. Fragment de. Bon voilà, c'est avec le cœur serré que je referme cet épisode, parce que j'ai passé un excellent moment avec Olivier et Fabien. Et du coup, je vous invite vraiment à aller écouter la musique pour l'un et les compositions, et aller voir la pièce de théâtre pour l'autre. Et puis bon vent à vous, et puis bonne fin de journée. Si t'es arrivé jusque là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes, et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux, et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.